Je vous parle aujourd'hui avec un sentiment profond et accablant de douleur. Depuis plus de 30 ans, le monde a cru que l'histoire s'était achevée dans ce tunnel de Paris, que le mariage royal s'était effondré, que la princesse était partie et qu'il ne restait que la souffrance et des questions sans réponse. Mais tout n'a pas été enterré avec elle. Dans un recoin du palais de Buckingham se trouve une montre Cartier, arrêtée à 12h36, l'instant précis où le cœur de la princesse Diana a cessé de battre, le 30 et 1 août 1997. Certains disent que ce n'était qu'une coïncidence, d'autres ont commencé à s'interroger, surtout depuis que, peu de temps avant le couronnement, le roi Charles a reçu un petit colis sans signature. À l'intérieur se trouvait l'ancienne boîte à bijoux en acajou de Diana. Pas un objet cérémoniel exposé lors des banquets d'État, mais quelque chose de bien plus personnel. Sous le couvercle reposait une lettre manuscrite qui figea Charles, sur place. Elle ne contenait pas seulement des bijoux, elle portait une vérité que Diana n'avait gardée que pour elle. Une vérité qui allait bouleverser tout ce que Charles croyait savoir sur leur passé, sur leur amour et sur ses derniers jours. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était le début d'une confrontation. Le matin du 15 mars 2024, le palais de Buckingham suivait sa routine habituelle. Dans son bureau privé, le roi Charles passait en revue ses activités quotidiennes, entouré de documents, de plans pour le couronnement et des interminables obligations constitutionnelles qui remplissaient ses journées. Ces rituels lui donnaient un sentiment d'ordre et de contrôle. Puis Sir Clive Alderton, son secrétaire privé, entra avec la pile habituelle de lettres, d'invitations et d'enveloppes officielles. Mais parmi elles se trouvait quelque chose de différent. Un petit colis rectangulaire, sans adresse d'expéditeur, sans sceau royal, seulement un emballage bleu pâle et une étiquette ancienne. L'écriture, bien que délavée, était pour Charles impossible à confondre. Il l'a reconnue instantanément. Faut-il le faire vérifier par la sécurité demanda Alderton, remarquant le changement soudain dans l'attitude du roi. Charles secoua la tête. Non, qu'on le laisse. Lorsqu'il rompit le sceau, il découvrit une petite boîte sculptée, faiblement marquée du blason de la famille Spencer. En soulevant le couvercle, un parfum familier envahit l'air. Jasmin et eau de rose. Le parfum préféré de Diana. Une vague de souvenirs le submergea. À l'intérieur se trouvait une enveloppe portant son nom écrit de sa main. Pendant quelques instants, il se contenta de la tenir en suivant les contours du papier. Il hésitait à l'ouvrir comme s'il craignait de rompre le fil fragile qui le paralysait. Lorsqu'il déplia enfin la feuille crème, aux bords jaunis par le temps, il vit la date, 29 août 1997, seulement 2 jours avant sa mort. La première phrase le frappa comme un poignard. « Je suis déjà parti, Charles. » Les mots se brouillèrent sous son regard, les larmes faisant tomber les murs qu'il avait maintenus debout pendant des décennies. Pas en public, pas même entre 4 murs. Il se força à continuer à lire. Je t'ai laissé quelque chose qui porte la vérité que je n'ai jamais pu me résoudre à te dire à voix haute. Je savais que cela te détruirait, non pas parce que je ne voulais pas te le dire, mais parce que cela m'a détruite, moi, la première. Elle écrivait que leur amour avait été autrefois réel, intact, au-delà de la relation publique. Un amour dissimulé sous des couches de devoir et de tromperie, un amour qui n'était jamais vraiment mort. C'était seulement nous, un temps. Avant que le monde ne devienne trop bruyant, avant le palais, avant la presse, avant que tout ne commence à exiger de nous des morceaux que nous ne pouvions pas offrir. Charles s'adossa à son fauteuil, serrant la lettre contre sa poitrine. L'espace d'un instant, il crut presque entendre sa voix, calme, intime, inachevée. Et ce n'était que le début. Quelque chose n'allait pas dans la doublure de la boîte à bijoux, un ourlet était légèrement soulevé. Les mains tremblantes, il caressa le velours jusqu'à le trouver. D'un geste prudent, le faux fond céda. Une autre note apparut, écrite à la hâte. L'écriture était irrégulière, l'encre maculée là où des larmes étaient tombées. La date dans le coin indiquait le 30 août 1997, la nuit précédant l'accident. Charles, ce soir je pars pour Paris, mais je dois être honnête avec toi. Tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Ses yeux parcoururent la page à toute vitesse. James n'était pas le père de l'enfant que j'ai perdu en décembre 1985. C'était toi, c'était notre fille. L'espace d'un instant, tout s'arrêta.
L'air de la pièce s'alourdit, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Une fille, une enfant dont il n'avait même jamais su l'existence. Elle expliquait comment la grossesse avait été tenue secrète. Elle avait eu peur de lui en parler, craignant qu'il ne veuille pas d'un autre enfant, qu'il y voie un piège, non par pitié, mais uniquement pour protéger ce qu'il restait de leur lien. Je l'ai appelée Elisabeth Rose d'après ta mère, Elisabeth, et mon second prénom, Rose. Elle repose près du vieux chêne à Altor, je l'ai enterrée dans le silence, seulement le prêtre et moi, sans gros titre, sans caméra, seulement la douleur. Charles serra la lettre avec force, crispant les poings, jusqu'à ce que ses articulations blanchissent, tandis que les souvenirs de cette période se ruaient sur lui, son retrait soudain, les signes qu'il avait ignorés, la souffrance qu'elle avait dissimulée. Diana avait porté cette perte seule pendant des années. À présent, il la pleurait à nouveau. Pendant quelques minutes, il resta immobile, la lettre pressée contre sa poitrine, essayant de reprendre son souffle. Ce n'était pas seulement de la douleur, mais aussi du regret, de la culpabilité et la prise de conscience brutale de tout ce qu'il avait perdu. Leur silence avait dissimulé plus que de la souffrance. Il avait enterré un enfant. Il tendit la main vers la petite bourse de velours cachée sous la note. À l'intérieur se trouvait un médaillon délicat, froid et lisse dans sa paume. Elle l'avait laissé là avec soin, en silence pour lui. Lorsqu'il l'ouvrit, le monde sembla s'arrêter. Le dessin du médaillon était simple, un unique diamant au centre, élégant, jamais destiné à attirer l'attention. D'un côté se trouvait une photographie datant de leur fiançailles, lui et Diana, jeunes, lumineux, encore intacts avant le scandale. Quelque chose remua en lui, en la regardant, le souvenir de ce qu'ils avaient été avant que tout ne s'effondre. De l'autre côté apparaissait une image floue d'échographie, le contour à peine visible d'un enfant. Il lui fallut un instant pour comprendre ce qu'il voyait. Lorsqu'il réalisa, l'air quitta ses poumons dans une seule expiration lourde. Diana n'avait pas seulement écrit à propos de leur fille, elle en avait conservé la preuve, cachée et protégée pendant des décennies. Il tint le médaillon dans sa main comme un cristal fragile. Ce n'était pas un joyau de la couronne, ni un objet destiné à l'exposition publique. C'était un mémorial intime, l'hommage d'une mère au père qui n'avait jamais su. Pour la première fois depuis des décennies, Charles pleura sans retenue. Pour Elisabeth Rose, la fille qu'il n'avait jamais nommée. Pour Diana qui avait porté sa douleur en silence. Pour toutes les années qu'il ne pourrait jamais rattraper. Pour le réconfort qu'il ne lui avait pas offert et les mots qu'il n'avait jamais prononcés. Cette boîte à bijoux était bien plus qu'une relique du passé. Elle était la vérité que Diana avait dissimulée jusqu'au moment où il serait prêt à l'affronter. Alors qu'il croyait les révélations terminées, il aperçut une dernière enveloppe sous le médaillon. Elle était plus épaisse que les autres, légèrement gonflée de pages de papier lignées, chacune couverte d'écriture d'un bord à l'autre. Sur le devant, son écriture ne portait qu'une seule instruction. Lis ceci à la fin. Il ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait à une entrée de journal datée du 15 juillet 1997, 6 semaines avant sa mort. La première phrase le frappa comme une plaie fraîche. Charles m'a fait repenser à nous, pas à la version de nous que le monde a vue, mais à nous tels que nous étions vraiment. Avant les titres, avant les blessures. Elle écrivait au sujet de soirées depuis longtemps, oubliées à Balmoral, lorsqu'il s'échappait loin des formalités et marchait à ciel ouvert. Elle se souvenait de la promesse qu'elle lui avait faite autrefois, l'aider à rester ancré dans l'homme au-delà de la couronne et de la manière dont il riait alors, vraiment sans réserve ni prudence. J'avais peur de te perdre, peur que tu deviennes roi, je t'ai promis de t'aider à te souvenir de qui tu es, mais je t'ai déçu. Ce n'était pas la voix que les tabloïds avaient façonnée, pas la princesse vindicative et irréfléchie des gros titres. Dans ces pages apparaissait une femme ouverte, sincère, qui assumait sa part de responsabilité au lieu de chercher la vengeance. J'ai été submergé par ma propre douleur. Quand j'aurais dû protéger ce que nous avions, je l'ai exposé. J'ai cessé de te voir parce que j'étais désespéré d'être vu. Je crois pour quand Bouddha, il y est. Charles ferma les yeux, le papier tremblant entre ses mains. Le monde n'avait connu leur effondrement qu'à travers des titres et des éclairs de flash. Mais ici, dans ses propres mots, se trouvait la vérité silencieuse, la confession d'une femme qu'il avait aimée, même lorsqu'elle ne savait plus comment le montrer. C'était Diana, sans le regard du public sincère, imparfaite et profondément humaine. Lorsqu'il tourna la page, la fragile tranquillité qu'il avait réussi à préserver vola en éclats. J'ai pris une décision. Ma relation avec Dodi s'achève.
Elle n'a jamais vraiment commencé, ce n'était qu'une diversion, peut-être même un appel à l'attention, mais mon cœur n'a jamais été là, il ne l'a jamais été. Pendant des années, le monde avait cru que Diana était passée à autre chose, qu'elle s'était enfin libérée des contraintes de la monarchie et avait trouvé le bonheur ailleurs. Mais elle avouait que cette prétendue liberté n'avait été qu'une illusion. Et je voulais que tu me remarques, je voulais sentir à nouveau que j'appartenais quelque part, mais c'est de toi que l'absence m'a le plus fait souffrir lorsque je faisais semblant d'aimer quelqu'un d'autre. Charles fixait la page, le regard vide, les gros titres, le yacht, les vacances, les photos de Diana et Dodi, tout avait été soigneusement mis en scène. Sous le spectacle public se cachait une femme à la recherche du seul endroit où elle s'était jamais sentie en sécurité, auprès de lui. J'ai demandé un rendez-vous, juste toi et moi, sans presse, sans palais, je veux que nous parlions, vraiment. Pas comme des étrangers, pas comme des membres de la famille royale, mais comme deux personnes qui tiennent encore l'une à l'autre. Elle était sur le point de revenir vers lui, pas vers la couronne. À mesure que Charles lisait, il ressentait le poids de ce qu'ils auraient pu reconstruire. Une vie enfouie sous des décennies de douleur et de silence, à portée de main, jusqu'à ce que le destin la leur arrache. La note suivante du journal était datée du 30 août 1997, la nuit précédant l'accident. Ses mains tremblaient lorsqu'il déplia la feuille, se préparant déjà à ce qu'il pourrait y trouver. L'écriture était pressée et irrégulière, comme tracée au cœur d'une tempête. J'ai presque appelé ce soir. 5 mots, et pourtant ils tombèrent comme un coup. J'ai décroché le téléphone 3 fois. J'ai commencé à composer ton numéro 3 fois, mais chaque fois je me suis figé. Et si tu t'étais détaché de moi, si tu ne me voulais plus, si je t'avais trop blessé pour être pardonné. Charles inspira brusquement. Cette nuit-là était gravée dans sa mémoire. À Balmoral, il avait arpenté son bureau, seul, luttant contre les mêmes doutes. Il avait vu les photos d'elle avec Dodi à Paris et pourtant, au fond de lui, il avait senti que ce n'était pas terminé entre eux. 2 fois, il avait pris le téléphone pour finalement le reposer. Les mots continuaient. Je voulais tout te dire, que je revenais, que je te voulais à nouveau, mais les mots ne venaient pas. Un soupir étouffé lui échappa. Le téléphone n'avait jamais sonné. Aucun d'eux n'avait été assez courageux pour rompre le silence. Et ensuite, il avait été trop tard. Au bas de la pile se trouvait une enveloppe marquée en grandes lettres soulignées « Urgent ». Pour Charles uniquement. Il l'ouvrit d'une main hésitante. Contrairement aux pages de journal pleines de réflexions, celle-ci était un avertissement. L'écriture était tendue et nerveuse. « Charles, tu dois savoir, ce voyage n'est pas ce qu'il paraît. S'il m'arrive quelque chose à Paris, oui, je suis avec Dodi, mais pas parce que je l'aime. Ce n'est pas des vacances, c'est une couverture. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un avertissement anonyme. Quelqu'un sait pour Elisabeth Rose. Ils savent aussi que j'ai cherché un traitement dans une clinique et prétendent qu'il existe un dossier médical qui aurait dû être détruit. Ils ont menacé de le rendre public si je ne disparaissais pas de la vie publique. Plus d'actions caritatives, plus de déclarations publiques. Ils m'ont même dit comment te dépeindre. Froid, sans émotion, l'époux qui m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. La mâchoire de Charles se crispa. Diana n'était pas partie à Paris par romantisme. Elle y était allée pour protéger sa famille, pour gagner du temps, pour préserver la monarchie d'un scandale qu'elle n'aurait pas pu supporter. Dodi ne savait rien. Il croit que je laisse enfin le passé derrière moi, mais tu es tout ce à quoi je pense. Toi, nos garçons et la fille que nous avons perdue. Sa poitrine se serra. Elle n'était pas morte en fuyant par amour. Elle était morte en essayant d'empêcher une immense vague de secrets de les engloutir tous. Des secrets qu'elle n'aurait jamais dû porter seule. Sous la lettre d'urgence, Charles trouva une dernière liasse de papier, soigneusement pliée et maintenue par un trombone. À l'intérieur se trouvait un programme, des copies de correspondance et des notes manuscrites. En tête, un court mémo. 1er septembre 1997, 15h00, Château de Windsor, chapelle privée. C'était une rencontre planifiée en dehors de tout protocole officiel, sans assistance, sans sécurité, seulement eux deux. Elle l'avait organisée en secret, en s'appuyant sur des amis de confiance, des intermédiaires discrets et des alliés qui savaient contourner la mécanique rigide du contrôle institutionnel. L'une des lettres, adressée à Sir Robert Fellows, montrait que Charles avait déjà été informé de cette rencontre et avait accepté d'y participer. Dans la liasse se trouvait également l'ébauche du discours que Diana avait préparé pour cette entrevue. Bien qu'écrite à la main et annotée de corrections en marge, son intention était limpide. Je reconnais mes erreurs, mais je crois que ce que nous avons eu était réel, et qu'il est encore temps.
Oh! Elle ne demandait ni pardon ni absolution, mais offrait quelque chose de plus apaisé, de plus attentif, un partenariat renouvelé, une voie possible pour eux et pour leur famille, loin des regards du public. Charles pressa les pages contre sa poitrine, elle était prête, elle revenait, mais au lieu d'arriver à la chapelle privée de Windsor, son voyage s'était achevé dans le tunnel de Paris et la rencontre qui aurait pu changer le cours de l'histoire royale n'eut jamais lieu. Au fond de la boîte à bijoux, presque dissimulée sous le dernier pli de soie, se trouvait une petite cassette noire, sans date, sans étiquette, accompagnée d'un simple mot manuscrit. Pour Charles, à écouter lorsque tu seras seul. S'il hésita avant d'appuyer sur lecture, incertain de ce qu'il pouvait encore supporter, finalement il inséra la cassette dans un vieux magnétophone dissimulé dans son bureau, un appareil qu'il n'avait pas touché depuis des années. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu ses fils nouveau-nés et signé des documents d'État tremblaient maintenant au-dessus d'un simple bouton de plastique. Un léger grésillement remplit la pièce, suivi de sa voix. « Bonjour Charles, mon cher ». Il se figea, non pas parce qu'elle utilisait souvent ce terme en privé, mais parce que sa voix donnait l'impression qu'elle se tenait juste à côté de lui, respirant, retenant ses larmes. « Je ne sais pas si tu entendras un jour ceci, dit-elle, mais je dois le dire, au cas où je ne pourrais pas le faire en personne. » Sa voix oscillait entre fermeté et fragilité. Elle parlait de la naissance de leur fils, de leur promenade nocturne, de la manière dont il l'avait autrefois fait se sentir comme la seule femme au monde. Puis tout avait changé. Charlie, j'étais en colère. J'ai eu peur. Mais mon amour pour toi n'a jamais changé. Même lorsque je t'ai blessé, c'est toi qui as toujours été là. La cassette s'arrêta dans un clic sec, le laissant entouré des fragments d'une vie qu'il avait oublié qu'il pleurait encore. Il n'avait jamais connu sa fille perdue. Il n'avait jamais vraiment retrouvé la femme qu'il avait aimée autrefois. L'histoire d'amour que le monde croyait connaître ne ressemblait en rien à la vérité. Diana n'avait pas laissé de l'amertume dans cette boîte, mais la vérité. Et même maintenant, une chance pour Charles, et peut-être pour le monde, de la voir telle qu'elle avait réellement été. Imparfaite, courageuse, aimante, profondément humaine. La boîte à bijoux se trouve aujourd'hui derrière un panneau verrouillé au palais de Buckingham. Non pour être cachée, mais pour être protégée. Elle est sacrée. Un rappel que même les vies publiques contiennent des moments privés capables de tout changer. Et au bout du compte, ce qui est resté pour le roi n'a pas été la tragédie ni le scandale, mais sa voix. Une supplique discrète d'amour, résonnant encore lorsque plus personne d'autre n'écoute. Certaines histoires ne s'achèvent pas lorsqu'elles prennent fin, elles continuent de parler, parce que parfois le passé refuse de se taire.